Il pensait qu'il serait une cible facile. Le nouveau professeur de littérature au prestigieux lycée Saint-Laurent, jeune, noir, réservé, clairement engagé dans une politique de diversité mal digérée par certains. Dans les couloirs tapissés de trophées et de silence, le groupe qu'on appelait simplement le Cercle régnait en maître depuis des années. Fils de mécènes, héritier de familles anciennes, il se croyait intouchable. À Saint-Laurent, le bizutage n'était pas réservé aux élèves. Les enseignants qui refusaient de jouer le jeu voyaient leur réputation rongée de l'intérieur. Rumeurs ciblées, évaluations modifiées, murmures bien placés lors des réunions de conseil. Ils pensaient qu'Élie ferait comme les autres, qu'il baisserait la tête, sourirait poliment, éviterait les conflits. Mais dès le premier jour, lorsqu'Arthur Morel, un terminal en blouson de rugby, lança une remarque sur les quotas raciaux assez forts pour que toute la salle des professeurs entende, Élie leva lentement les yeux, planta son regard dans le sien et répondit d'une voix calme, posée. Avant de parler d'accès, commence par comprendre le prix de l'exclusion. Le silence qui suivit n'était pas de ceux qu'on oublie. Il se propagea comme une onde, franchissant les murs, les regards, les habitudes. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Élie avait été élevé par un père ancien officier du renseignement militaire. Chez lui, le savoir était à la fois une arme et un bouclier. Il avait grandi dans l'analyse, la stratégie, l'écoute. Il reconnaissait les schémas avant que les autres ne remarquent les pièces, et surtout, il savait attendre. Dès la deuxième semaine, il avait cartographié les hiérarchies. En leur centre, Maxime Delcourt, charismatique, dangereux, habitué à imposer sa volonté. À ses côtés, Jérémy Lambert, génie de l'informatique au regard vide, qui cachait un serveur privé dans le sous-sol familial. Arthur, le bras, brutal et loyal. Nathan Belloc, le charme incarné mais venimeux. Et Lucas, le plus faible, toujours suiveur, jamais meneur. Élie fit de sa classe un refuge. Les élèves qui ne rentraient pas dans les cases s'y sentaient écoutés. Il laissait les débats respirer, ne punissait pas les divergences d'opinion. Certains l'admiraient, d'autres s'en méfiaient. Il remarqua Clara le troisième jour, silencieuse, brillante, toujours en train de dessiner. Ses carnets étaient remplis de scènes dérangeantes. Un enseignant détournant le regard, un élève en larmes dans une cage d'escalier, un masque posé sur un bureau. Un jour, après le cours, elle resta. « Vous n'êtes pas comme les autres, dit-elle. »« Toi non plus, répondit Élie. Elle lui montra son carnet. Chaque page était une accusation muette. Silence, abus, règles non dites incrustées dans les murs de Saint-Laurent. Il tourna les pages, puis referma doucement le carnet. « Je te crois, dit-il. Elle hocha la tête. « Alors peut-être que tu nous aideras. » Le lendemain, Élie trouva une note dans son casier. Pas de signature, une seule ligne. Ils choisissent toujours une cible. Cette année, c'est déjà fait. Ce soir-là, il resta tard et parcourut les couloirs. Au bout de l'aile des sciences, il vit Nathan pousser un élève contre un casier pendant que Jérémy filmait. Élie s'approcha. « Un problème ?» demanda-t-il. « C'était juste pour rire, » dit Nathan. Je doute qu'il trouve ça drôle. Il aida l'élève à se relever. Jérémy arrêta de filmer. « Supprime, maintenant. » Le ton d'Élie était plus doux, mais infiniment plus dangereux. Jérémy obéit. Le cercle remarqua. Les avertissements commencèrent. Un courriel de parents remettant en question ses méthodes. Un membre du conseil insistant sur ses écarts avec l'esprit de l'établissement. 2 inspections impromptues de sa salle de classe. Il répondit avec une rigueur chirurgicale. Chaque plan de cours archivé, chaque courriel sauvegardé, chaque incident documenté. Clara lui présenta Milo, un élève discret, brillant, au casier rempli d'avertissements pour intrusion numérique. Puis vint Aïcha, présidente du club vidéo. Et enfin Malik, ancien espoir du sport scolaire, cloué dans un fauteuil roulant depuis un accident jamais vraiment élucidé. « Ils m'ont brisé », dit Malik sans émotion. Mais pas complètement. Ils formèrent une cellule. Ils s'appelèrent les archives. Élie leur apprit à agir sans bruit, à collecter, à protéger. Leur première action fut subtile. Une vidéo provenant du serveur caché de Jérémy, montrant un rituel humiliant d'initiation, fuité anonymement à un blog local. L'école tenta de nier. Jérémy affirma que la vidéo était vieille, trafiquée, mais les parents commencèrent à murmurer. Puis il y eut l'assemblée. Le proviseur, M. Grandin, rouge en sueur,
parla de terrorisme numérique et menaça d'expulsion. Il ne nomma personne. Il n'en avait pas besoin. Tous regardaient Ellie, resté debout, silencieux, au fond de la salle. Le lendemain matin, une fresque apparut sur le mur du bâtiment principal. Un œil géant surveillant une tour d'ivoire qui s'effondre. Elle fut effacée dans l'heure. Ce soir-là, une voiture le suivit jusqu'à chez lui. Vitres teintées. Mouvement militaire. Pas du personnel de l'école. Il sourit. Ils avaient peur. Il ouvrit une clé USB que son père lui avait confiée. Dossier crypté. Un dossier nommé Saint-Laurent. À l'intérieur, notes, contrats, transferts bancaires, réunions secrètes, sociétés écrans. Un autre dossier, initiation. Photos, vidéos, documents remontant à 10 ans. Il envoya le tout à Milo. Une simple note. Vérifie discrètement. Milo ne répondit pas. Il ne le faisait jamais. Mais le matin, chaque fichier avait été disséqué, indexé, recoupé. Il retrouva même des éléments qu'Ellie n'avait pas vus. Captures de forums supprimées, archives de messagerie privée. 3 jours plus tard, Nathan fut suspendu pour plagiat. Pas grâce à une dénonciation. Parce que Milo avait inséré les preuves dans la boîte mail du professeur. Ça commence, dit Milo. Ton neutre. Fait, pas opinion. L'escalade suivit. Lors de la journée porte ouverte, un projecteur défaillant diffusa une vidéo montrant Arthur poussant un élève dans une piscine gelée. Le garçon hurlait, sanglant, incapable de sortir. Le cercle riait. Des parents quittèrent la salle. Certains restèrent figés. Les dons chutèrent de 8% cette semaine-là. 2 mécènes se retirèrent. Grandin convoqua Ellie. « Nous savons que vous êtes derrière tout ça. » Ellie ne répondit pas. Il laissa le silence s'installer, lourd. « Vous n'avez pas votre place ici. » C'est ce que vous disiez aussi de l'intégration. Le visage de Grandin vira au violet. 2 semaines plus tard, Clara découvrit une bouche d'aération mal fixée derrière les vestiaires des filles. Elle repeignait un tuyau fissuré et remarqua que les vis ne correspondaient pas. À l'intérieur, un sac plastique contenant des composants poussiéreux, clé USB, carte mémoire, batterie de téléphone. Milo décrypta tout en 6 heures, puis il se leva. Alicia Bénard. Elle n'a pas fugué. Elle a été enlevée. La vidéo était tremblante, filmée depuis une caméra cachée. Alicia, droguée, pleurait, suppliait. Le cercle riait. L'un lui tenait le poignet, un autre filmait. Un sweat de l'école pendait au mur. La date, 3 jours avant sa disparition. Ils avaient la preuve. Ils ne l'apportèrent pas à la police. Pas encore. Pas avec Delcourt encore en place. Ils diffusèrent. Une vidéo, montée, fut envoyée à un groupe privé de parents dont les enfants s'étaient plaints de harcèlement. Une autre à une jeune journaliste étudiante. Une dernière à un forum d'anciens élèves avec ce message. Si c'est ça votre héritage, agissez. Un groupe de parents se forma. Une lettre ouverte exigea des réponses. Les inscriptions chutèrent. Les médias commencèrent à flairer quelque chose. Puis Lucas alla voir Ellie. Yeux rouges, voix tremblante. Ils vont tout me faire porter. Je suis le maillon faible. Tu n'es pas obligé de l'être. Ellie lui donna un micro dissimulé, cousu dans le col de sa chemise. Lucas l'emporta lors d'une réunion de loyauté avec Maxime. Tout fut enregistré. Menaces, pots de vin, suppression de fichiers et surtout, une phrase. Delcourt nous couvrira, comme toujours. Le lendemain soir, l'enregistrement fut diffusé anonymement sur un podcast étudiant. Calme, neutre. Ce que vous allez entendre a été enregistré dans l'enceinte de l'établissement. Rien n'a été modifié. Le lendemain, le lycée implosa. Grandin fut suspendu. Le cercle extrait des cours par la sécurité. Jérémy quitta la région. Arthur fut arrêté après une agression en entraînement. Les autres engagèrent des avocats. Mais la tête ne tomba qu'ensuite. Delcourt. Richard Delcourt, président du conseil, chef de l'ombre. Il convoqua Ellie. Son bureau sentait le cigare froid, le cuir usé et le pouvoir périmé. « Tu crois que ça se termine avec eux ?» dit-il, sourire en coin. « Non, » répondit Ellie. « Ça se termine avec vous. » Ellie posa un dossier beige sur le bureau. 37 pages. Preuves. Transfert. Contrat. Historique restauré par Milo. Dossier scellé liant Delcourt à un centre dit de réinsertion. Et 6 contrats de silence. Un compte offshore alimenté par les fonds de Saint-Laurent. Vous blanchissez de l'argent en utilisant une école d'enfants. Qui va vous croire? Grogna Delcourt. Vous n'êtes qu'un quota, plus maintenant. Delcourt tendit la main vers l'interphone. Trop tard. Les sirènes hurlaient dehors, pas la police locale. Fédéraux, manteau bleu, badge, radio, moteur tournant bas.
La porte s'ouvrit d'un coup. Richard Delcourt, vous êtes en état d'arrestation. Les chefs d'accusation tombèrent. Blanchiment, fraude, exploitation, abus de fonds publics. Delcourt ne dit rien. Chercha le regard d'Élie. Il n'y trouva ni haine, ni triomphe. Seulement la détermination. Les semaines suivantes, Saint-Laurent changea. Clara demanda à peindre une fresque sur le mur nord. Personne ne s'y opposa. Elle peignit le blason de l'école, fendu, et derrière, un soleil levant. En bas, en noir. Souviens-toi. Le lycée fut repris en main. Les plaques avec le nom de Grandin disparurent. Les 5 furent exclus. 3 inculpés. Un conseiller embauché. Le règlement réécrit. Les réunions devinrent des dialogues. Delcourt resta en détention. Aucun sursis. Enquête, audition, procédure. Il pourrait dénoncer d'autres noms. Conseil municipal. Donateur. La gangrène était plus vaste. Tout le monde le savait. Élie resta. Il refusa les interviews, ignora les journalistes, ne répondit pas quand on parlait de héros. Il continuait d'enseigner dans la salle de Scottos. Baldwin, Morrison, des questions qui faisaient réfléchir. Même laniard, même cravate sobre, même salut discret aux élèves que personne ne voyait. Parce que ce n'était jamais qu'une école. Saint-Laurent n'était que le début.